Salut! Aujourd'hui on se retrouve avec Yelena, la grande Yelena de la fanfic d'Harry Potter qui a fait plus de tomes que la saga Harry Potter. La Yelena qui s'est fait démarcher par Hachette. La Yelena de l'association Génération Écriture. Enfin bref, si vous êtes de la génération Skyrock, Skyblog, vous devez la connaître. Donc on va parler ensemble d'auto-édition, d'édition tout court, d'écriture, etc. Et on va voir un petit peu son profil et son parcours pour peut-être vous inspirer vous aussi à vous lancer dans l'auto-édition ou si vous êtes lecteur à donner du crédit à l'auto-édition si vous ne savez pas ce que c'est. Et pour tous les autres, juste kiffer écouter l'histoire de Yelena. Alors du coup, si tu veux bien te présenter pour mes abonnés qui ne te connaîtraient peut-être pas. Oui, bonjour, enchantée. Donc je suis Yelena. Je suis autrice hybride, plutôt tournée vers les genres de l'imaginaire, mais globalement assez tout-terrain malgré tout. Et autrice n'est pas mon métier à temps plein parce que je suis ergothérapeute le reste du temps, beaucoup trop d'heures par Ah semaine. oui, tu écris depuis longtemps J'ai toi? commencé à écrire en... Parce que toi je sais que t'as été connue sur Ouais, Skyrock à j'ai la base, commencé à mais... écrire en 2006. Et j'ai pas commencé par Ah Skyrock, j'ai oui. commencé avant avec des forums internet. Donc c'était avant même, Ah oui, ouais, carrément. c'était avant Skyrock, parce que alors Skyrock existait déjà, ça s'appelait Skyblog à l'époque, mais il n'y avait pas encore une grosse communauté littéraire Oui. dessus. Donc c'est arrivé plus dans la fin des années 2000, le Skyrock. Ok, donc ouais, t'as commencé d'abord sur des forums. C'est hyper intéressant. Voilà. Pourquoi t'avais envie de partager tes textes comme ça sur Internet, tu te rappelles ou pas? Oui, tout à fait. Alors, au départ, moi, j'écrivais vraiment dans mon coin avec des amis en classe au collège. Et bon, Internet commençait petit à petit à être de plus en plus démocratisé. Bon, c'était une époque où on avait 10 heures d'ADSL par semaine dans la famille, hein. C'était toute une époque. Il fallait qu'on branche la box avec le petit bruit très caractéristique. Tellement. Et en fait, un été, j'ai déménagé et donc je me suis un peu retrouvée toute seule. Et j'ai traîné sur des forums internet, notamment sur des livres que j'aimais beaucoup à l'époque. Donc il y avait Eragon notamment. Et en fait, le Mm. forum organisait un concours d'écriture à ce moment-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais participer parce que moi j'écris depuis quelques mois déjà, donc pourquoi pas. Et j'ai gagné le concours. Et du coup, Waouh, depuis, cool. je suis restée sur le forum et j'ai posté un petit peu mes histoires là-bas pour continuer à partager mes écrits. Trop bien. Et du coup, t'as commencé par de la fanfiction ou tu écrivais déjà un peu de tout? Non, c'était pas de la fanfiction. La première histoire que j'ai écrite, c'était de la low fantasy, bon, Ok. qui n'avait pas de grandes ambitions, hein, et qui n'en aura jamais plus que l'état papier dans lequel elle est actuellement, c'est-à-dire des feuilles doubles écrites au stylo plume. Mais voilà, il fallait forcément un début à tout. Et du coup, dans tout ça, dans tout ce tumulte d'Internet, comment tu en es arrivé à découvrir l'auto-édition, l'envie de te lancer aussi dans l'auto-édition, tout ça, enfin de montrer tes textes du coup à d'autres personnes qu'à Internet justement? Alors, j'ai pas connu l'auto-édition par internet au départ parce que, alors à partir de 2010, Ouais. j'ai fondé avec une copine le collectif Génération Écriture, donc avec Olivia Gomez. Mhm. Et donc on a commencé dès cette époque à faire des salons du livre en région parisienne ou ailleurs, et où il y avait des gens qui présentaient des livres en auto-édition sur des stands. Alors par contre, faut se projeter, donc c'est le tout début des années 2010, et disons que l'auto-édition à cette époque-là a été très mal vue, et pour des raisons qui peuvent s'entendre, parce que la qualité n'était pas souvent au rendez-vous, quoi. Mhm. Donc à l'époque, j'avais énormément de préjugés sur l'auto-édition et je détestais ça, voire je dénigrais ça, c'était Ah assez ouais, c'est violent. marrant Donc du au coup. final, oui, je suis revenue de très très loin. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment changer d'avis, c'était j'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que c'était 2012 ou 2013, une amie qui a lancé sa campagne. Alors la Ulule n'existait pas à l'époque, donc c'était My Major Book Company. Ok. Et c'était Pandora Project, ce qui était donc un livre de fantasy écrit par une amie. Et là, tout de suite, j'ai vu que la qualité était là. C'était un livre de fou. Elle voulait faire des définitions vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un livre dans le milieu d'édition Mm. classique, traditionnel. Et, du coup, j'ai participé à la campagne. J'ai trouvé vraiment cette émulation galvanisante aussi autour de la campagne, le fait de participer
à la campagne, de la faire vivre, de la partager, etc. De voir aussi l'engouement de Autour, ouais. l'autrice pour son univers. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à détricoter tous mes préjugés sur l'auto-édition et à me dire que ça restait une voie complètement viable. Oui, complètement. Au final, bah, c'est vraiment une forme tellement libre en fait qu'on peut trouver de tout et de rien en auto-édition. Et c'est ça qui est aussi chouette d'un côté, Mm. c'est qu'on peut vraiment donner la forme qu'on veut à son livre. En tout cas, si on veut rester dans une liberté entière que des fois on peut pas trouver forcément dans certaines maisons d'édition, quoi. C'est ça. On a vraiment le champ libre et puis bah voilà si c'est ça qui était très sympa aussi c'est qu'elle voulait faire des définitions carton, dorure, tout Waouh. ça et qui à l'époque n'était pas autant démocratisé que ça Oui, en dans le plus, ouais, livre ouais, c'était super traditionnel cool, ouais. parce que bah 2010 toi c'était les années Twilight etc. Mm, mm. Et quand tu fais le background en final il n'y avait pas énormément de couverture avec d'aussi belles finitions que ce qu'on a aujourd'hui dans les rayons. Ah, complètement, oui. Fine. Et toi, tu t'es lancé quand, du coup, pour tes projets à toi dans l'auto-édition? Alors, j'ai préparé ma première campagne en 2016. Ok. Alors, au départ, j'étais pas du tout partie pour l'auto-édition, mais les faits, enfin, les circonstances ont fait que c'était finalement la meilleure voie pour moi et que je ne regrette absolument pas. Et Cool. j'ai commencé à sonder ma communauté l'été 2016 pour savoir si ça pouvait intéresser des gens. Et vu ce que ça a provoqué, je me suis dit, bon, ok, ça a l'air d'être la bonne direction. Donc j'ai démarré ma campagne en octobre 2016 et bah elle a Elle a marché du tonnerre cartonné. de Dieu. Et donc le premier tome est sorti en mai 2017, c'est ça. C'est vraiment ouf parce que t'as vraiment eu, enfin, il y a plein de personnes qui m'ont parlé justement de ta campagne Ulule qui avait été incroyable justement apparemment quand elle est sortie. Moi, je suivais pas du tout les actus littéraires à ce Mm. moment-là sur les réseaux sociaux et apparemment, ouais, ça avait pris une ampleur assez ouf et c'est trop bien. Enfin, ça devait être même pour C'est toi hyper ça, gratifiant aussi, quoi. tout à fait. Alors après, ouais, 2016, c'était vraiment aussi ouais, le début de la démocratisation Mm, de l'auto-édition sur Ulule. Donc, disons qu'il y a aussi eu la bonne fenêtre. Aujourd'hui, vu que c'est de plus en plus démocratisé, je trouve qu'il y a beaucoup plus de projets, hélas, noyés dans la masse. c'est certain que tout le monde peut pas donner à tout le monde. Donc, à part ceux qui ont une communauté très installée sur les réseaux, c'est Mm. vrai que c'est assez compliqué de percer, entre guillemets, si on peut dire, avec une cagnotte. Mais du coup, toi, c'est super cool. Ça t'a permis, du coup, de faire. Mais t'as 4 tomes, toi, non? J'ai 4 volumes, oui. Alors, les deux premiers sont sortis avec la campagne Ulule de 2016, parce que j'ai sorti les 2 volumes en même temps, du tome Ok, 1. oui. Après, pour le tome 2.1, on n'est pas passé par une campagne de financement classique. On a fait un système de précommande sur mon site internet. Ah, ok, top. Euh, ouais, parce que alors à ce moment-là, en fait, c'était une période un peu compliquée, enfin au niveau logistique, parce que Mhm. j'allais entamer un voyage très long en fait à Ah l'étranger, oui. et donc j'avais besoin que le livre soit financé avant la fin de la campagne. Il fallait vraiment que le livre soit imprimé avant la fin Mhm. de la campagne. Donc dès le début, en fait, que j'engrange l'argent, alors que les campagnes Ulule, tu sais, tu touches l'argent que à la toute fin. Oui, oui, c'est Là, il ça, ouais. fallait déjà que je mette en route l'impression des goodies, des bouquins, etc. Même si la campagne n'était pas terminée, c'est Mm. pas grave, tout était déjà prêt. Et comme ça, après, une fois que je revenais de mon long voyage, hop, le livre partait dans les boîtes aux lettres directement. J'ai dû avancer un petit peu les frais, mais globalement, ça a très bien amorti avec la campagne dès le début, en fait, Ouais. parce que disons que le premier jour est très très déterminant. Après, il y a une période de flottement assez Mm. longue, et puis les 3 derniers jours de campagne, bam, ça repart. Euh, donc le premier jour en fait m'a suffi pour tout rentabiliser. Ça c'était Waouh. ok. Et puis le quatrième volume donc est sorti il est sorti l'année dernière, mais on a fait la campagne en mai 2021. Et bon là c'était complètement dingue parce que la campagne elle est passée sur 18 000 € de campagne. Donc ça a été toute une logistique à assurer derrière parce que donc il y avait le quatrième volume, il y avait ceux qui avaient pris la saga en entier parce que tu as des gens qui veulent avoir toute la saga en entier, Mm. euh, enfin, seulement quand elle est terminée quoi, et qui veulent pas acheter les premiers tomes Ouais, au fur et à ouais, ouais. mesure. Et puis parce qu'on avait sorti aussi les exemplaires collector en relié. Donc c'est vrai que ça faisait
beaucoup à gérer. Ça a été Tu m'étonnes. des gros envois logistiques. Mais parce que toi, du coup, t'es entourée, t'as une équipe avec toi ou tu fais tout toute seule et t'as juste un imprimeur et après tu fais les colis toi-même. Enfin, comment ça se passe du coup concrètement pour toi? Tu passes par un Alors prestataire? l'équipe, elle est plus en amont, Hmm. c'est-à-dire que j'ai plusieurs correctrices professionnelles. J'ai mon illustratrice qui fait les couvertures. Et j'ai mon imprimeur en fait. Ouais. Donc tout ce qui va être visuel, donc de com sur internet ou ma compagnie Ulule, c'était moi. Tout ce qui est stock des livres, c'est moi. Tout ce qui est envoi de livres et goodies, c'est moi aussi. Ah ouais, ça a dû te faire un taf Donc monstre du coup, ouais. l'équipe, on va dire qu'elle se fait vraiment en virtuel, Hmm, mais que hmm. l'aide physique, non, il y a que moi et mes biceps. Et Hmm, puis hmm. go. Oui, non, mais c'est ça. Et du coup, ouais, donc c'est toi qui faisais les envois, toi qui as fait ta mise en page, enfin tous ces trucs-là, quoi. Voilà, c'est moi qui ai fait la maquette intérieure. Hmm. Alors j'ai été un petit peu aidée pour le premier. Après, c'était du travail à deux. Et puis pour les suivants, j'ai tout fait toute seule. Une fois que tu as compris comment fonctionne le vectoriel sur Illustrator, une fois que tu as Hmm, hmm, compris hmm. tout le langage un peu technique des imprimeurs, etc. Voilà, tu fais ta popote toi-même et tu t'en sors. Les reliés, c'est moi qui ai tout fait toute seule. Hmm, hmm. Toute tout le graphisme des dorures sur le carton, etc. C'est moi qui ai tout géré toute seule aussi. Mais voilà, au moins, j'avais pas besoin de trop d'intermédiaires non plus. C'est-à-dire que Oui, oui. l'imprimeur, voilà, il s'exprimait directement à moi. J'avais pas besoin que le message soit retransmis et que je donne mon aval ou quoi, en fait. C'était Ouais, vraiment ouais. beaucoup plus direct et beaucoup plus efficace, au final. Bah c'est plus rapide et puis en même temps t'as aussi un sentiment que c'est vraiment, pour le coup, c'est ton bébé, quoi. C'est vraiment le tien, quoi. Puis les envois, j'imagine même pas le temps que ça a dû te prendre de tout stocker chez toi et de tout recevoir et de tout renvoyer. C'est ça, les factoristes, ils me voient comme une malédiction. Tu sais, ils me voient entrer dans le bureau. Oh non, Ouais, pas elle. on la veut pas. Elle va nous bloquer le Oh truc non. encore pendant 20 minutes. C'est ça. La semaine dernière, j'ai fait bugger le système informatique de la poste, justement. Oh non, les Je suis arrivée, pauvres. bon, bah tant pis. C'est- Et je suis un peu maudite ce mois-ci avec les envois, mais en plus, pour rajouter du feu, de simplicité, tes livres auto-édités, tu les diffusais comment à cette époque-là? Tu t'essayais d'y marcher des librairies, des salons, ou tu faisais tout uniquement sur internet ou comment tu alors pas que sur trouvais? internet. Alors je faisais beaucoup de salons. Ok. C'est là où je vends le plus les salons, mine de Hmm. rien. Je pense que j'avais fait le calcul, mais ça correspondait à peu près 55%, 60% de Ah mes ouais. ventes. J'habite vers Genève, donc Ah chez ok. moi, il n'y a pas de salon. Donc c'est beaucoup de déplacements également Hmm. sur les week-ends. Et mais voilà, ça peut rapidement devenir extrêmement rentable quand tu fais un salon où tu vends plus de 100 livres le week-end. Plus tous Non, les non, bah c'est goodies à sûr. côté, voilà, tu te poses pas la question, tu te dis ouais, c'est carrément rentable Hmm, hmm, hmm. de partir en salon. Donc la première année, j'en ai fait beaucoup, je crois que j'en ai fait une bonne dizaine. Après, faut se renseigner bien sur les salons qu'on Bah vise. c'est ça. Moi, j'ai tendance à viser les salons de l'imaginaire parce que c'est là où je retrouve notamment mon public et où Hmm, il y aura hmm. le plus de gens intéressés. J'ai fait quelques généralistes, mais disons que j'y reviendrai pas forcément. C'est pas là où justement le public est très étonné en se disant ah bah enfin on a de la fantaisie ici, Hmm, ça fait du bien. Mais je trouve que l'atmosphère est pas du tout la même et hmm, hmm. parfois me met même très mal à l'aise. Donc je préfère me retrouver un peu dans la safe place des univers de l'imaginaire. En fait, justement, la première année, j'en ai fait beaucoup et après, j'ai appris à sélectionner les Hmm. salons. Donc là où soit je me disais, bon, ça, j'y retourne forcément parce qu'il était génial. Après, il y a C'est ce, ça. bon, on laisse une deuxième chance, voir si c'était peut-être l'édition de cette année-là qui avait pas marché, parce que parfois c'est ça. Et les autres, on se dit, bon, bah, lui, je le referai pas, il vaut pas la peine que je reperde du temps et de l'énergie pour ça, même si c'était sympathique. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un week-end de déplacement pour ça? Puis à un moment, en fait, tu te dis, bon, mon week-end, j'aurais préféré le passer avec ma famille, ou j'aurais préféré le passer à écrire, ou à faire des choses plus productives, plutôt que de rester à l'instant d'un sourire à des gens qui n'achètent pas mon livre, quoi. Donc, après, j'ai la chance souvent d'être accompagnée, quand je vais en salon, je vais très rarement seule, donc soit j'ai un lectoriste qui vient avec moi, soit j'ai mon conjoint, soit j'ai un ami. Donc, je crois qu'il y a un seul salon où vraiment c'était mort de chez mort.
Et j'étais toute seule, donc j'avais mon téléphone et mes batteries portables, et puis je discutais avec des gens, mais j'ai vendu 2 bouquins sur le week-end. Et alors, le pire, c'est que j'étais des seules à avoir vendu dans la bulle en question, et ça a été une catastrophe, cet événement. Et extrêmement peu de communication, enfin, c'était très très bizarre. Ah, mais dès qu'il n'y a pas de com, de toute façon, c'est fichu. Enfin, C'est il y ça. a Alors juste les après, gens qui se baladent là. c'est ça. Alors, la chance, entre guillemets, c'est que j'étais en déplacement professionnel à ce moment-là dans la région, donc en fait, j'ai pas eu beaucoup de frais. Parce Oui, que, t'as pas perdu du coup, ton week-end, entre guillemets. voilà, j'étais sur place ces 2 semaines-là, et puis le week-end, je logeais chez des potes, donc j'ai juste perdu mes journées à rien faire sur mon stand, et puis voilà, c'est tout. Mais, Ça arrive. Des petits ça loupés comme arrive. ça. Après, disons que proportionnellement, ça reste extrêmement rare. La plupart des Mm, mm. salons, il y a quand même beaucoup d'activités, voire même des énormes rushs, et on va pas passer le week-end. Moi, j'ai jamais fait de salon de l'imaginaire parce que du coup, c'est pas ce que j'écris. Mais du coup, C'est, en quoi c'est si différent, tu vois, des salons généralistes? Enfin, toi, de ton point de vue, en tout cas, de ton expérience. Bah déjà, on se sent un peu plus à notre place Mm. entre exposants, parce que c'est des exposants qu'on connaît, qu'on a vus sur Internet, donc on va discuter, c'est des livres qu'on a déjà vu passer sur Bookstagram, BookTok, tout ça, et puis on va aller sympathiser, etc. Donc déjà, il y a une ambiance un peu, pas familiale, parce que ça reste un grand univers, Mm. le monde, enfin, c'est à la fois très petit et très grand, c'est ça qui est bizarre, C'est le monde ça. de l'imaginaire francophone. Et en fait, les gens qui viennent, ils viennent vraiment pour acheter. Ils sont là pour avoir des livres et pour les rajouter dans leur palle. Donc tout de suite, en fait, on a des gens beaucoup plus intéressés qui vont venir au stand, qui vont prendre du temps, discuter avec toi, etc. Et moins de gens timorés qui osent pas s'approcher, etc. Comme tu peux en avoir dans les salons de longe généralistes, avec le tutoiement facile, etc. Les gens qui Trop repartent avec des bien. goodies, même s'ils repartent pas avec tes livres, mais au moins qu'ils repartent avec une petite trace de ton univers. Et puis ils sont C'est très ça, c'est contents d'être chouette. là. Donc c'est une super ambiance. Après, quand tu vas même dans les festivals comme Yggdrasil, par exemple, les gens ils sont costumés, t'as plein d'animations autour, tu vois, des Trop chouettes choses, tu vas bien. chercher ton cocktail qui fume, enfin, tu appartiens vraiment à une ambiance, à un univers et tu te sens pas de trop. Donc, c'est. Tu, même si tu es là pour vendre, en fait, tu te dis, je fais vivre aussi l'événement avec ma présence. Et il y a quelque chose de magique et de très. Comment dire très entraînant, en fait. Et je suis très contente de les reprendre. Au contraire, enfin, c'était extrêmement dur, la 2020-2021 avec le Covid. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'était On est l'enfer pour beaucoup ça. d'autristes à l'avoir vraiment senti passer Mm, et mm. vraiment très Bah, puis très ça a eu du mal à compliqué. reprendre, hein. Enfin, je sais pas enfin, pour ta région, mais moi, enfin, ça a eu vraiment du mal à reprendre. Les premiers salons, il y avait personne qui Ça a eu beaucoup venait. de mal à Enfin, reprendre. Alors, il y en a eu un qui est passé entre les gouttes, c'était les Aventuriels de 2020. Il y avait une brèche et vraiment, ils sont arrivés pile poil entre les gouttes, mais c'était une édition morte. Enfin, il y avait pas grand monde, on n'a pas beaucoup vendu, c'était dommage. Et par contre, 2021, il y avait plus de monde, mais j'exposais pas parce qu'il faut un roulement au niveau des auto-édités. mm. Euh, mais à partir, ouais, je dirais à partir de l'été 2021, ça a commencé à se débloquer. Donc là, à partir de là, les salons ont pu reprendre petit à petit. Le vrai gros Ouais, ça salon que c'est j'ai chouette. repris, bah, c'était Yggdrasil 2022, donc au début de l'année, et ça fait du bien. Mm. Alors C'est j'avais, ça, ça fait du bien. Ça avait c'est manqué. ça. Alors après j'avais fait d'autres salons, j'avais fait La Rochelle et Mons aussi fin Mm. 2021. Donc pareil, c'était très sympa, mais en fait on a senti que 2022 c'est bon, ça avait bien repris et que tout le monde était très content de reprendre les salons également. Donc voilà, j'ai hâte de rattaquer 2023, même si ça va être un petit peu différent la formule 2023, parce que du coup comme je passe en hybride, donc on verra bien comment ça se goupille, mais ça va aussi bien reprendre et je pense que les éditeurs aussi ont compris l'intérêt des salons du livre maintenant et Oui, du je fait pense. que l'autorise doit pas faire acte de présence, mais Mm. on est de plus en plus attaché aux personnalités des autoristes sur les réseaux sociaux et que c'est un plus non négligeable de les rencontrer après en vrai lors de dédicaces. Exactement. J'ai commencé à en faire en 2019 et avant, c'est vrai que bon, bah, t'étais un petit peu bon. T'es là et t'es là. Et maintenant, ils prennent en compte justement les réseaux sociaux, l'importance de Mm. l'auto-édition, je trouve aussi. Les maisons d'édition, elles sont de plus en plus présentes dans les salons du livre, justement, même des auto-édités pour aller rencontrer des gens. Enfin, Mhm. c'est beaucoup plus vivant à ce niveau-là, c'est super chouette. Et toi qui vas Ouais. passer maintenant comme auteur hybride, du coup, ça te fait quoi? T'es contente? Pour toi, c'était quelque chose que tu voulais d'être en maison d'édition ou c'est un pur hasard et tant mieux? C'est un peu particulier parce que enfin, mon cas est assez singulier. Je peux pas qualifier ça d'unique parce que c'est pas forcément le cas. Mais en fait, moi, ma maison d'édition est venue me chercher.
Donc Mhm. c'est quasiment une commande qu'ils m'ont faite. C'était pas une obligation pour moi de passer en maison d'édition pour en tout cas légitimer mon statut d'autrice. Voilà, c'était une voie potentielle, donc qui s'est ouverte à moi sur des opportunités que j'ai saisies. Donc je suis très contente de la situation actuelle, à voir comment ça va se goupiller, parce que bah, le livre est pas encore sorti, donc je sais pas encore, genre je me projette, mais tu vois, je peux pas te dire encore, ouais, ça va être trop bien, ça se trouve, ça va être bordélique à souhait. Donc je pense qu'il va falloir avoir un petit temps, enfin il va y avoir un entre-temps où il va falloir trouver l'équilibre, mais je sens déjà que c'est pas le même travail et que ça va aussi beaucoup me décharger sur beaucoup d'aspects Ah, et c'est que ça bien va ça. être assez reposant. C'est là où je me rends compte sur toute une chose, c'est que l'auto-édition, c'est génial et c'est galvanisant, mais sur le long terme, c'est épuisant. Ça fait, du coup, ça fait plus de 6 ans que j'ai lancé ma première campagne Ulule et je continue à vendre des livres et j'en vends même plus aujourd'hui que je n'en vendais il y a 5 6 ans parce que la saga continue d'avoir énormément de succès. Et donc, en fait, c'est même pas juste un sprint, c'est un marathon. Et on se rend pas compte Mm. que on démarre le truc, on va à fond les ballons, mais en fait, tu ne pourras jamais Ça ne baisser s'arrête jamais, le ouais. rythme. Je trouve ça d'autant plus vaillant pour ceux qui vivent de l'édition à temps plein, enfin en tout cas de l'auto-édition à temps plein, Mm. parce que ça demande aussi de beaucoup se renouveler, d'avoir plein de livres différents, etc. Et d'être au taquet sur tous les romans qu'on peut proposer. Ça demande tellement de. Enfin, ouais, pour la diffusion, pour la recherche de salon. Enfin, comme toi, je fais le tour de la France à chaque fois que je vais en salon, j'ai l'impression. Enfin, c'est du temps de prix aussi sur ton temps perso. Enfin, c'est un Mhm. investissement de temps qui est quand même assez prenant. Enfin, si t'as pas. Si t'as un métier à côté et autres, c'est vraiment, tu passes tes soirées, tu passes tes week-ends, quoi. Donc c'est quand même quelque Ouais, chose à c'est prendre ça. en compte. Donc, Donc, j'essaie toujours d'avertir que l'auto-édition, c'est pas une voie de facilité. Il faut vraiment que ça soit un choix non. réfléchi parce que, en fait, si tu te dis que ça va être plus facile de publier comme ça, en fait, tu me fonces droit dans le mur. C'est absolument pas le Ah, cas. mais complètement. Je pense qu'il faut se poser la question, c'est tu l'édites pour qui? Est-ce que tu l'édites pour toi? Est-ce que tu l'édites pour les autres? Exactement. Moi, j'ai vraiment sondé ma communauté et j'étais prête un petit peu à les suivre. Et heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir derrière, que ce soit moralement ou financièrement. Mais Mm. je me serais jamais lancée juste pour me dire, bon, c'est juste pour me faire un kiff, je vais avoir Bah, mon c'est livre en ça. format papier. Oh, je me serais jamais lancée là-dedans Ah, bah, non, mais je suis comme ça. complètement d'accord avec toi. Alors que, voilà, Ou alors tu t'en là, on fais se juste dit, un pour toi. c'est ça, tu t'imprimes à la demande, mais c'est tout. Et puis pour ta famille. Mais Mm. de vouloir faire vivre le truc comme ça, il faut vraiment que tu te sentes motivé par ta communauté, que tu as envie de, pas de pourri gâter, mais voilà, tu as envie de Non, les mais de choyer. créer et tout ça, oui, voilà, c'est un échange dans les deux sens aussi. Enfin, c'est hyper enrichissant d'échanger avec des gens que t'aurais pas rencontrés dans la vraie vie, qui viennent en DM, qui te reparlent de tes livres et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est trop top, quoi. Enfin, ça donne envie. Et puis là, du coup, du fait, en plus que tu as été démarché par une maison d'édition, ça va apporter une nouvelle corde à ton arc aussi professionnel, donc c'est cool, ça va t'apprendre des nouvelles choses, tu vas peut-être avoir des nouvelles opportunités au niveau des salons, des choses comme ça, donc ça peut être que enrichissant, je pense, pour toi. Enfin, du coup, ils t'ont fait une comment dire, ils avaient déjà une idée précise de ce qu'ils voulaient ou ils t'ont laissé genre carte blanche en mode on veut juste Non, un j'ai eu roman carte blanche. Après, moi, c'était particulier parce que j'ai eu le contrat que après avoir soumis le manuscrit en entier. Ok. Mais voilà, ils sont venus me voir, voilà, avec une demande d'un livre d'aventure et de fantasy pour du young adulte. Après, j'ai vraiment eu carte blanche sur tout ce que je voulais. Ils t'ont démarché en salon ou sur les réseaux, enfin par mail, etc. C'était par Où vous mail, étiez c'était rencontrés. par mon site internet et c'était assez drôle d'ailleurs comme anecdote parce que j'ai reçu le mail un soir au boulot. C'était en fin de semaine, 18h30, j'en pouvais plus de ma vie. Et je reçois un mail et je me dis, oh, fais chier, c'est encore un patient, c'est bon, foutez-moi la paix. De dernière minute avant le week-end. C'est ça, donc j'ai ouvert le mail, j'étais en mode super vénère, je vais lui répondre, laissez les gens tranquilles. Et en fait, c'était une éditrice qui voulait travailler avec moi. Donc j'étais là, ah, Ah bon. Bon, bah ok. ah. Donc Et j'ai foncé, ça a dû j'ai être foncé chez bizarre, non? moi.
Ça me fait très bizarre, mais surtout que j'ai pas capté. En fait, au départ, j'ai pensé que c'était euh, pas une caméra cachée, mais tu sais, un prank. Du coup, c'est Hachette Romank, moi, qui m'a démarché. Donc, tu sais, tu vois Mm. le nom de la maison, tu vois le nom de Ah l'éditrice, tu putain, te dis, oui. je fonce Oh, chez moi, je montre le mail à mon mec. Alors, mon mec, il réagit pas, il bug un peu, il fait, t'es sûr qu'on parle de la même maison, là? Et puis du coup, moi, j'ai fait ma petite recherche internet, je cherche, et non, non, elle existe en plus, l'éditrice, mais oui, elle est vraie, mince, et puis c'est vraiment Hachette. c'est Ah, une vraie bon. dame. C'est une vraie dame. Eh ben, répondons-lui tout de suite. Il est C'est ça. 19h30 et elle m'a répondu dans la foulée à 20h, tu sais. Enfin, mais, Lunaire. mais dis donc, c'est ça, c'est exactement. Et puis, du coup, je l'ai eu. Je crois que c'était le lendemain que je l'ai eu au téléphone. Donc, Ok, pareil, tu dis complètement. Waouh, qu'est-ce qui se passe? tu m'étonnes. C'est tellement improbable. Parce que toi, t'avais C'est déjà ça. soumis des textes en maison d'édition ou toi, enfin, tu l'avais encore pas fait ou pas, ou peut-être que t'en avais pas envie. Non, j'ai jamais soumis en maison d'édition. Alors quand je sillonnais les salons avec Génération Écriture et que justement j'avais pas encore publié mon livre, j'ai toujours des amis éditeuristes donc avec lesquels je discutais et qui m'ont dit bah si tu veux tu nous soumets un texte un peu quand tu veux. Enfin il y a pas de souci. Mm. On sera toujours prêt à t'accueillir, mais j'ai jamais fait la démarche d'aller soumettre un texte. Ça montre au final que les éditeuristes, ils regardent enfin, ils font de la veille même dans le marché de l'auto-édition. Complètement. Là, Euh, enfin, je pense que c'est bon. Ils ont compris qu'il y avait aussi de très bons auteurs à aller mhm, chercher. Là, de toute façon, ça explose hein, depuis. De toute façon, depuis le Covid, hein, depuis, il y a beaucoup de gens qui sont mis à l'écriture et donc à l'auto-édition. mhm. Ça se voit hein, dans les salons. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'auto-éditent. Enfin, c'est plus une barrière justement. Enfin, enfin, écrire avant, tu te disais, bah, je le fais forcément que pour moi, tu vois. Et grâce à Internet, bah, tu commences à montrer à tout le monde, etc. Et puis après, tu te dis, bah oui, mais vas-y, j'en fais un livre pour leur partager. Et du coup, il y a moins de barrières, je trouve, qu'avant. Moins de crainte à se lancer dans l'auto-édition aussi, tu vois. Oui, c'est ça, il y a moins d'appréhension et beaucoup moins de préjugés aussi. Donc, Oui, je trouve aussi qu'il y a beaucoup plus d'outils mis à disposition des autoristes. Donc, c'est oui. plus facile d'obtenir le résultat qu'on cherche à viser. Mm, Que ce mm. soit en termes de logiciels, de ressources graphiques, même au niveau, par exemple, rien que les ergonomies des sites des imprimeurs où c'est beaucoup plus facile de comprendre tous Oh, les termes techniques. tellement. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas du tout à notre disposition il y a 10 ans. Mm, Donc mm, au mm. final, ça paraît presque trop facile, entre guillemets, de publier ton livre aujourd'hui parce que tout est préfet en fait. Il y a tellement de gens qui sont passés par là, le chemin il est déjà tout tracé, donc t'as plein de voies différentes, plus ou moins facilitées, et tu prends vraiment un peu la formule que tu souhaites. Trouver un correcteur ou une correctrice compétente, ça devient plus facile aussi parce que tu connais toujours quelqu'un qui s'est fait corriger par un tel qui va te le conseiller, etc. Et tout de suite, tu sais où tu mets ton argent aussi. Trouver un illustrateur pour ta couverture, c'est pareil. Enfin, sur les réseaux, il y a tellement de merveilles et de gens très Mm. doués que du coup, tu trouves facilement une équipe qui peut te correspondre et correspondre à tes attentes. Et c'est vraiment trop chouette, je trouve. Enfin, c'est vraiment un univers. Enfin, moi, l'auto-édition, je suis surconvaincue depuis longtemps. Mais du coup, toi, vis-à-vis de Génération Écriture et tout, par exemple, vous en parlez tout ça de l'auto-édition ou c'est vraiment que pour l'écriture, entre vous, des petits tips d'écriture, des choses comme ça? Génération Écriture, ça fait 6 ans que j'y suis plus. Enfin, j'ai été présidente pendant 6 ans et puis après j'ai laissé le navire à d'autres personnes. Mais on avait des webzines qu'on publiait tous les mois et notamment il y a un webzine qu'on a consacré à l'auto-édition. Donc où là-dessus justement j'ai écrit plein d'articles sur les différentes méthodes d'auto-édition, tout ce qui était trucs légaux, etc. Pourquoi auto-éditer. Enfin, on avait mis beaucoup de ressources aussi en ligne dans ce webzine-là. Donc, c'était pas uniquement une communauté juste pour écrire entre nous, c'était aussi toute une démarche d'échange de conseils. Ouais, c'est trop bien parce que c'est vrai que, enfin, même encore actuellement, des fois, moi, je reçois des DM en mode je comprends pas comment on fait l'auto-édition, c'est quoi les maisons d'édition à compte d'auteur et les comptes d'éditeur, etc. Et Mm, c'est mm, vrai mm. que si t'es pas un peu informé, tu peux vite tomber dans les méandres de tous ces trucs-là. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des outils hyper facilitants. Hein. Enfin, quand tu vois The Book Edition, je sais plus comment ça se prononce. Librinova, tout ça, enfin il y a plein de gens qui se lancent là-dessus. Enfin moi j'ai jamais utilisé ces plateformes, mais c'est quand même des plateformes qui facilitent énormément le travail des gens qui n'ont pas la prétention de Mhm. vouloir vendre des centaines d'ouvrages, mais qui ont envie de se faire kiffer et de faire kiffer des gens un petit peu.
bah tu peux maintenant. Donc c'est quand Oui, même... voilà, en fait, je pense qu'il faut faire le point déjà sur ses propres compétences et là où on a besoin de se dire, bon, là, je sais que je suis pas assez compétent, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour m'aider. Là où on peut se dire, bon, ok, je fais le job moi-même. Et puis aussi de se dire, bon, bah, moi, mon but en publiant, c'est d'en arriver là, en fait. Est-ce que je veux vraiment faire des salons, plein de salons, et puis faire connaître un max de gens? Est-ce que c'est juste, voilà, petit cercle restreint, parce que c'est une histoire qui me tient à cœur, mais voilà, c'est juste pour le fun. Enfin, voilà, déjà, de définir ses objectifs, c'est hyper important, parce que ça détermine Mm. énormément de choses après sur comment tu montes ta structure juridique, comment tu veux préparer ton bouquin, ta com, etc. Donc, si tu pars en mode full YOLO, t'es sûr que t'arriveras pas à obtenir le Marche pas. résultat que tu veux, quoi. En tout cas, C'est qui ça. répondra pas à tes attentes comme tu l'entendais, quoi. Complètement. Et du coup, question un peu plus technico-pratique, t'arrives à en vivre toi ou enfin ton job à côté enfin, c'est une passion ou est-ce que c'est aussi alimentaire? Enfin, financièrement, c'est viable pour toi? J'ai un statut extrêmement particulier parce que je ne touche à rien sur mes livres. D'accord. J'ai choisi d'auto-éditer en statut associatif, loi 1901. Ah, ok, ok. Donc, Trop intéressant. voilà. Donc, c'est-à-dire que je ne gagne rien sur mes livres, je ne me verse rien. Mhm. Tout l'argent qui est gagné sur la vente des livres et des goodies, en fait, permet d'auto-financer bah, les futurs tirages, les Les frais de salons. déplacement pour les Mm. salons, les stands, les envois, etc. C'est une affaire qui roule par elle-même, mais je ne me verse rien. Le principe de toute façon de l'association, c'est que c'est non lucratif, donc tu ne dois pas te verser de l'argent à elle-même, enfin tu ne dois pas Tout à fait. gagner des sous pour toi. Mm, mm. En revanche, tu restes bénévole, donc tu n'as pas à perdre d'argent non plus, enfin d'argent personnel dans le processus. Bon, voilà, il y a des concessions à faire, mais il y a des avantages aussi. Enfin, ça dépend en fait de ce qu'on disait. Moi, mon but c'était pas forcément de gagner de l'argent dessus, c'était vraiment de pouvoir faire en sorte que légalement le livre puisse exister et être commercialisé dans sa petite échelle, quoi. Passer sur du mi-temps, moi ça m'intéresserait davantage parce que là, bah, du coup, enfin, c'est pour ça que je travaille à temps plein au cabinet parce que Oui. j'ai pas d'autres Revenu, du coup. rétributions financières. Alors Mm, là mm. maintenant, avec l'édition à compte, enfin en maison traditionnelle, maintenant j'ai mes avaloirs et mes droits qui vont tomber en 2023. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile de faire le pari de partir sur un mi-temps ou d'abandonner mon job actuellement parce que financièrement, comme tout le monde, j'ai des crédits sur le dos, donc on peut Bien sûr, pas oui, se dire oui. du jour au lendemain, bon allez, je plaque tout et puis j'ai écrit toute ma vie. Bah, le problème, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fluctuant et Mm, mm. qui n'est jamais certain, c'est-à-dire qu'on peut très bien fonctionner pendant 3 4 ans et puis boum, on sait pas pourquoi du jour au lendemain, bah, le Covid par exemple. Exemple, Là, oui, si tout à j'avais par fait. exemple vécu à moitié ou à 3 quarts de mon écriture, ça aurait été la catastrophe. Après, je sais Oui, que mon travail m'apporte énormément sur le plan humain et me permet aussi d'avoir un peu d'inspiration pour l'écriture et de sortir de ma bulle, parce que bah, je suis quelqu'un de très très oui. introverti, donc tu vois, si je me dis en plus je travaille à temps plein sur l'écriture, je vais rester chez moi, mais Ah, c'est toute la fini. journée, où est-ce que Je je vais tirer comprends mon tout à fait. inspiration Waouh, ça va être dur, quoi. Parce que là, du coup, toi, au niveau du processus d'écriture, t'arrives à écrire régulièrement ou c'est ponctuel ou des fois t'as des grosses phases d'écriture. D'ailleurs, est-ce que t'as un planning d'écriture, toi? Parce qu'il y en a plein qui fonctionnent de manière très carrée. Moi, je sais que pas du Mm, tout. mm. Alors, je suis extrêmement chanceuse parce que je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Donc, dès que je me mets devant un ordi avec mon Word, ça Ça, coule tout ouais, seul. ça roule. Ce qui est très difficile, c'est de trouver le temps. Mm. Donc, alors, moi, généralement, j'écris le soir parce que c'est le seul moment de la journée où je peux. Mais tu vois, par exemple, là, le mois de décembre, j'ai passé mes soirées à faire des colis. Donc, au final, j'ai pas du tout écrit ce mois-ci parce que bah, il a fallu faire tous les colis de Mm, Noël. mm. Il y a des moments où je vais pas écrire pendant un mois et puis le mois suivant, et ben, je vais écrire tous les soirs et puis je vais pondre vraiment du 3000 mots par soir. Donc, enfin, Mm, mm, mm. ça va être très très fluctuant. Je pense que c'est surtout le fait d'avoir été régulière et comment dire disciplinée pendant pas mal d'années qui font qu'aujourd'hui, si je me mets devant mon Word, ça Tu coule sais tout seul. que J'ai plus c'est besoin de ça. fournir l'effort de réflexion pour arriver à mon processus d'écriture, quoi. Non, mais c'est super chouette aussi, hein, parce que c'est vrai que quand on a un planning justement un peu chargé, des fois dégager du temps pour Mm. écrire, c'est quand même un sacré calvaire, on va se mentir. Mais du coup, toi, t'arrives quand Mm. même à écrire régulièrement et t'as d'autres projets de livres à venir. Et j'ai plein de projets, mais alors là, du coup, le livre que je vais sortir chez Hachette, c'est une saga. Donc Ok. le tome 1 sort en mars. Le tome 2 est déjà écrit, mais on est en plein travail édito dessus et il Mm. sortira en septembre 2023 si tout va bien. Et j'ai un troisième tome que j'ai commencé à écrire, donc qui est Ok. en Donc t'as pleine déjà du boulot. écriture en ce moment.
Voilà, j'ai déjà du taf. Ça va. Et Je puis t'ennuie pas. après, en fonction, j'ai plein d'autres projets en tête ou que j'ai commencé par-ci par-là, donc je les continuerai en temps et en heure, ça y a pas de souci. Oui, oui, oui. Est-ce que du coup tu voudrais bien terminer cet entretien nous présentant du coup tes livres? Alors, j'ai pas compris la dernière phrase. Là, tu me vois, je suis en mode, tu sais, le Non, chien qui hoche de la tête à droite à gauche devant la caméra. En vrai, j'ai pas compris. je disais, à moins que tu aies envie de parler d'un autre sujet autour de l'auto-édition auquel je n'ai pas pensé, est-ce que tu voudrais bien, pour clôturer tout ça, nous présenter tes livres? Tu le vois pas, mais je suis en train de le. C'est Vas-y, sexy. présente-nous tes livres. Tu as carte Donc, blanche. les chroniques des fleurs de pâle, ouais. Donc ça, en plus, je sors l'édition reliée collector. Alors Ah, celle-là, elle est plus. Elle est plus disponible. I'm sorry. Il est en rupture de stock. tu comptes la rééditer ou pas du tout? Enfin, la Non, réimprimer, parce qu'en pardon. fait, j'ai déjà réimprimé. Oh, En fait, j'ai fait l'édition collector donc de la campagne Ulule de 2021, ok. donc qui était en rupture de stock. Et en fait, on me l'a tellement réclamé que j'ai refait une impression du tome 1.1 il y Mhm. a 2 mois. J'ai fait un Ok. tirage à 250 qui est déjà épuisé. Tout est parti Non mais quelle star, extrêmement c'est rapidement. terrible. T'as des gens qui sont en mode ah mais moi je le voulais, tu vas le réimprimer? Bah non, fallait être à l'heure à la vente en fait. Là, en fait, c'est juste que même, enfin pour ma santé mentale, là, tu vois, j'ai passé un Non mois à faire mais des colis tous oui. ce soirs. Ce n'est pas je peux pas, je travaille pas à temps plein sur l'écriture et sur la vente de mes livres pour du travail bénévole en plus, donc non, il y a un moment je peux plus. Après, Non, j'ai c'est le clair. deuxième volume qui ressemble à ça, qui est un peu plus gros lui, mais qui est pareil. Alors, lui, c'est l'édition collector, donc il a aussi ses petites dorures également. Et donc là, juste pour raconter, donc Les Fleurs d'Opale, c'est une saga de fantasy avec des histoires de dieux et de mortels qui s'aiment ou se détestent. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve être au centre d'une prophétie. Alors, dans ce monde-là, tout le monde a une prophétie, c'est-à-dire que quand on ne peut pas échapper à son destin. Tout être mortel est voué à suivre sa destinée jusqu'à sa mort. Point barre. Ok. Donc, ouais, cette jeune fille, elle, sa prophétie, c'est de devenir la 5e déesse du panthéon élémentaire, sauf qu'elle n'a aucune autre info que ça. Enfin, la prophétie ne va pas plus loin que ça la concernant. Et donc, elle va être enfermée dans un monastère pendant très 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 longtemps, surprotégée par ce statut un peu particulier, en plein contexte de guerre entre les peuples. Enfin, c'est un peu compliqué. Et sauf que rien ne se passe, en fait, voilà, rien de spécial, mais c'est la seule chose qui lui permet de sauver sa vie, enfin, de rester un peu safe, parce qu'elle est en territoire ennemi. Et un jour, son frère la retrouve, elle le pensait décédée depuis très longtemps, et lui explique que là, ça commence à devenir un peu craignos parce que bah, les gens veulent la tuer ou boire son sang, tout ça pour essayer de développer ses pouvoirs, vu qu'elle est la 5e déesse tant attendue depuis des millénaires. Et donc ils décident de s'enfuir tous les deux, sauf que elle a vécu dans un monastère pendant très 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 longtemps. Donc Hmm. disons qu'elle est très très déconnectée de la vie extérieure également. Donc les papillons, tout ça c'est mignon, très candide, etc. La Mais réponse qui sort de sa elle tour. c'est un peu ça, c'est un peu la réponse balancée dans la nature. Donc, évidemment, elle tombe dans plein de pièges différents, dans beaucoup de désillusions également, parce qu'elle va faire très facilement confiance aux gens, alors que les gens sont juste parfois cruels et machiavéliques. Donc, voilà, c'est un peu Bichette. l'histoire de sa fuite, parce que elle, son but, c'est vraiment d'avoir une vie tout à fait normale. Elle veut juste avoir une famille, avoir un mari, et puis qu'on lui foute la paix, mais sûrement pas de devenir une déesse. Sauf que les deux sont pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. Donc, lui disent, non mais cocotte, tu vas revenir à tes responsabilités, cela ne va pas du tout. Bref, donc c'est vraiment son histoire au tout début, puis après ça va être l'histoire d'autres personnages dans la saga, parce que notamment donc le tome 2, ça va raconter, c'est une histoire indépendante, ça se passe dans le même univers, mais ça se passe 30 ans plus tard, donc ça va être d'autres personnages et d'autres intrigues. Là on n'est pas du tout Ok. sur les mêmes thématiques, où ça va être voilà une génération suivante de personnages avec ses propres enjeux. C'est toujours le même univers, puis on retrouve des personnages du tome 1, parce que bah, certains sont immortels, d'autres non Hmm. malheureusement, donc ils vieillissent, mais et voilà, on a une petite continuité malgré tout. Et pour ce livre Et du pour le mois de livre du mois de mars? mars, Et pour le livre du mois de mars, bon, j'ai pas de visuel à montrer là comme ça devant l'écran, Oui, j'imagine. parce que j'ai pas encore reçu mes épreuves. J'ai ma magnifique couverture, mais voilà, je l'ai pas Ah, t'as déjà la en couverture? visuel comme ça. Ah oui, bien sûr, elle est imprimée dans les catalogues et tout, c'est bon, c'est lancé. C'est lancé, oui, Euh, c'est... c'est ça, c'est lancé. Le livre que je publie en mars, donc c'est pas du tout le même genre d'univers, parce on est toujours dans la fantasy, cette fois beaucoup plus young adulte, avec des personnages jeunes, mais avec une époque, enfin, en tout cas une ambiance méditerranéenne, très inspirée de l'ambiance gréco-romaine. Mhm. Et en fait, dans cet univers-là, il y a certaines personnes qui développent des dons magiques à cause de ce qu'on appelle la lumière. Et la lumière va toucher
des gens à plusieurs degrés différents, et ceux qui sont beaucoup plus touchés par la lumière développent des pouvoirs magiques, sauf qu'ils sont complètement ostracisés et mis à part parce que on les considère comme des personnes déviantes. C'est un peu comme des X-Men en fait, chaque personne touchée par la Ok. lumière a un pouvoir singulier. Et donc en fait, on décide d'enfermer ces personnes-là dans des établissements spéciaux où quand ils passent le cap des 18 ans, ils doivent choisir soit ils se marient et dans ce cas-là, ils peuvent abandonner leur pouvoir, leurs dons et devenir des personnes normales et libres, ou alors ils décident de rejoindre la religion et de garder leur pouvoir. Donc là, en fait, ils vont être vraiment une magie disciplinée. En fait, ils pourront pas sortir des rangs et être libres comme ils l'entendent. Donc, ça va être l'histoire d'Andrea qui est don de persona, donc c'est-à-dire que son don lui permet de changer d'apparence comme bon lui semble. Et donc, en fait, autre chose que j'ai pas précisé, en fait, les enfants qui sont dans ces établissements-là, qui ont des pouvoirs magiques, on peut louer leurs pouvoirs. C'est-à-dire que des gens arrivent dans l'établissement et disent bon, moi j'ai besoin de quelqu'un qui voit bien la nuit parce que j'ai besoin de faire, je sais pas moi quel voyage de nuit, etc. Donc en fait, ils peuvent louer les enfants pour un certain temps pour les exploiter. C'est super sympa. Et donc, Andrea est donc persona, et donc généralement on va lui demander des missions où il faut incarner une personne pour une mission de chaperonnage ou pour représenter un mannequin. Enfin voilà, vraiment, grâce à ces masques, peut devenir n'importe qui. Et sauf qu'un jour, en fait, il y a une aristocrate qui débarque dans l'établissement et qui va recruter Andrea et puis deux de ses amis en leur annonçant un peu de but en blanc, bon, notre mission, ça va être de kidnapper le fiancé de la princesse juste avant leur mariage. Voilà, donc ça va être... c'est une espèce de mission course contre la montre parce que c'est une intrigue très très rapide avec voilà cette histoire de pouvoir et de liberté, etc. Voilà, là on est vraiment sur de l'aventure young adulte dans un univers très très différent et Mm. un peu en huis clos. Rien Non, à mais c'est voir. chouette. Et du coup, ça va être en trois tomes, du coup, c'est ça? Et là, du coup, c'est en trois tomes. Après, les tomes sont découpés. Alors, le premier tome s'intéresse vraiment à cette mission du mariage de la princesse. Et après, le tome 2 va partir sur d'autres endroits, avec D'autres toujours le même horizons. groupe de personnages, mais où là, les missions sont différentes. Donc là, il y a trois tomes. Normalement, on va pas aller au-delà, parce que l'histoire Mm, est mm. découpée de manière très très logique. C'est top, c'est un super beau projet. Hâte de voir tout ça, Merci. du coup, prendre forme. En tout cas, Mhm. vraiment, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui de discutailler avec moi. Ça m'a fait Bah, fort merci à toi de plaisir. m'avoir invité. C'est très sympathique comme discussion. Non, mais j'aime beaucoup. Tu as un parcours très atypique, en effet, donc c'est super intéressant et inspirant aussi. Et puis, Mhm. c'est super chouette aussi de voir le profil d'une personne qui a détesté l'auto-édition avant de s'y lancer. Je trouve ça C'est ça, hyper on revient cool. toujours sur Voilà, faut toujours se remettre en question, le monde évolue, donc les pratiques évoluent aussi, et c'est dommage de Tout à rester fait. sur des préjugés voilà, toute sa vie. Je suis Non, passée mais finalement d'une anti-auto-édition à quelqu'un qui, je vais pas dire pionnière dans l'auto-édition parce que c'est faux, mais en tout cas qui porte l'auto-édition avec énormément de conviction. Donc c'est ça. On valorise l'auto-édition. voilà.